Le S&P 500 me fait peur. Alors je te passe cette vidéo pour te raconter que j'ai fait un cauchemar dans lequel le S&P 500 avait un crack de moins 50% et que du coup j'ai peur et je veux te raconter mes états d'âme dans cette vidéo. Non, on va se concentrer sur des faits objectifs, sur des données à analyser de manière logique. Et la donnée sur laquelle j'ai envie de me concentrer aujourd'hui, c'est la moyenne des PER du S&P 500 tout simplement. Je ne sais pas si tu es familier avec cette donnée. Pour ceux qui seraient vraiment plus débutants, on va expliquer ça rapidement. Donc déjà, le PER en une minute, c'est quoi? C'est simplement le prix d'une société divisé par ses bénéfices nets. Donc si une société pèse 1 milliard en termes de capitalisation et qu'elle génère des bénéfices nets qui sont à 100 millions, on fait 1 milliard divisé par 100 millions, ça fait donc en l'occurrence 10. On va dire que la société a un PER de 10. Et de manière générale, plus le PER est élevé, plus on peut considérer que la société est survalorisée, et à l'inverse, moins il est élevé, plus on peut considérer qu'elle est sous-valorisée. Évidemment, quand on prend une seule société spécifique, c'est pas aussi simple, parce que si tu as un PER de 40, mais que la société a une croissance phénoménale, ça peut être tout à fait justifié. De la même manière, si on a un PER qui est à 5 à un moment donné, mais que la société est en train de se casser la gueule complètement, ça peut tout à fait être justifié aussi. Mais par contre, quand on considère un indice où là il y a plusieurs centaines de sociétés, évidemment on ne peut pas considérer que plusieurs centaines de sociétés mondiales vont avoir une croissance phénoménale ou à l'inverse vont faire faillite, hein. C'est beaucoup trop décorrélé les unes des autres, il y a plein de secteurs différents, etc. Donc là, c'est beaucoup plus logique de voir le PER comme la simple souche de la valorisation du marché. Et forcément, c'est beaucoup plus représentatif qu'il y a une corrélation entre survalorisation des sociétés et PER, vu que c'est la moyenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis toujours, depuis voilà, le SP500, là on a les données depuis les années 70, donc quand même 50 ans, on a une moyenne du PER des sociétés du S&P 500, donc quand on prend tous les PER des 500 sociétés qu'on fait la moyenne, qui est autour, donc en moyenne sur les années, de 15-16. Parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins certes, mais on est à 15-16. Tu vois, dans les années 70, on était à un peu plus, ensuite pendant longtemps ça a été à moins, hein, à 8, 9, 10, c'est remonté un peu plus, ensuite c'était resté vers 15, c'est remonté, etc. On a toujours voilà, ce jeu un petit peu d'aller-retour entre un peu plus que 15 et un peu moins. Bon, là, l'exception, c'était en 2008, puisque on a tellement eu un crack monstrueux, une crise aux États-Unis, qu'il y a eu énormément de sociétés qui ont fait des résultats qui étaient beaucoup plus faibles, mais momentanément pendant voilà, 1-2 trimestres. Donc forcément, le cours n'a pas baissé autant que les résultats. Donc on a eu des sociétés qui ont eu un PER qui a explosé parce que simplement, c'est pas que tout le monde les achetait et que le prix a monté, c'est que le bénéfice lui a diminué, donc dans l'autre sens. Et du coup, c'est pas à prendre sérieusement, puisque c'était momentané, c'était une crise hein, en quelques trimestres avec des bénéfices complètement, parfois même nuls. Mais bon, bref. Mais tu vois qu'en général, les moments où on a eu un PER qui a beaucoup monté ou qui était en tout cas élevé, c'était souvent des périodes de crack. Là, on voit que c'était assez élevé par exemple en 1987. On sait ce qui s'est passé par la suite. On voit que c'était assez élevé en 1999. Ensuite, il y a eu le crack des années 2000. Et là, je te montre bel et bien la moyenne des PER du S&P 500 et non pas du Nasdaq parce que ça a fait beaucoup plus mal, hein. En 2000, moins 78% sur le Nasdaq, moins 50% sur 2 ans sur le S&P 500. Et donc, là, on avait aussi un PER qui commence à être relativement élevé juste avant le Covid, donc bon, 25, et ensuite il y a eu le crack, etc. Ensuite en 2021, pareil, ça a monté en flèche, et puis bon après ça a diminué, mais on a eu une sorte de petit crack sur l'année 2022, où là par contre c'était assez bas, enfin c'était quand même à 19, mais comparativement aux autres périodes proches, c'était assez bas, et on voit l'inverse. Je vais mettre en plus petit, en plus zoomé, sur toutes les périodes où en tout cas le marché a monté, où le marché n'a pas craqué, eh bien c'est souvent des périodes qui étaient raisonnables. On avait un PER qui était dans sa moyenne, hein, parfois à 13, parfois à 15, parfois un peu plus, mais voilà, on a quand même une bonne corrélation entre PER bas, le marché est pas très cher, ça monte sur les 5 prochaines années, PER haut, marché cher, il peut y avoir un crack assez souvent dans les 2-3 prochaines années. Et là, du coup, je vais vraiment zoomer encore plus. On va mettre vraiment sur allez, les 5 dernières années.
On a eu donc un PER qui était très élevé effectivement en 2021. Ensuite, clairement, je pense que les gens ont trop abusé. Je sais pas si tu te souviens bien, mais à l'époque, on a eu le Covid, etc. Il y a eu cette crise. La Fed a imprimé une somme d'argent qui était absolument folle. On a donné de l'argent de manière vraiment, je trouve, plus ou moins irresponsable à tous les particuliers. Donc il y a eu des liquidités mais immenses qui ont été investies sur les marchés. Donc on a eu voilà, une hausse faramineuse pour l'année 2021. Ensuite, il y a eu la punition en 2022 où ça a baissé, etc. Donc les PER se sont réajustés. Au final, je pense qu'en 2022, on était revenu à quelque chose de tout à fait correct, une moyenne qui était aux alentours de 20, etc. Donc moi à l'époque ça me dérangeait pas du tout voilà, d'investir, d'acheter, etc. C'est là que j'ai mis, en tout cas sur mon ETF où il y a en partie le SP500, enfin c'est le ETF World Quality, c'est là où j'ai mis en partie le plus gros de mon argent, mais bref. Ensuite j'ai continué à investir un peu plus doucement. Mais là voilà, ça en fait ça a fait que monter. C'était à 20, ensuite c'est monté à 22, à 23, à 24, ça a rebaissé un peu, ça a redevenu à 24, à 25, puis à 26, puis là on est monté à 27, puis à 28, et là on est même monté à 29, et là actuellement on est, selon en tout cas Gros Focus, c'est pas très compliqué à estimer, hein, on est à 28,52 de la moyenne des PER de toutes les sociétés du S&P 500. Et je te rappelle, tu pourras aller vérifier si tu ne me crois pas, mais la moyenne historique, on est sur 15-16. Donc on est quasiment au double de la moyenne historique. Presque 30 quand la moyenne historique est à 15 ou 16. Donc moi, c'est ça qui me fait peur par rapport au S&P 500, c'est qu'on ait un nombre aussi haut en termes de PER et que en général, toutes les autres fois où c'est arrivé, les années qui ont suivi, ça n'a pas été ouf pour la bourse. En 2021, on sait ce qui s'est passé. En 2000, on sait ce qui s'est passé aussi. 1999-2000, en 87, etc. Donc, moi, je vais te dire clairement ce que je pense. Après, tu y accordes la valeur que tu veux, hein, forcément. Hein, c'est que pas des prédictions, car, on va dire, c'est quand même un minimum basé sur des faits. Mais moi, je pense que soit, au bout d'un moment, c'est pas possible que ça reste pendant 30 ans avec un PER qui est à 30, alors que depuis toujours, c'est plutôt vers 15. Tu vois, c'est beaucoup trop élevé. Donc pour moi, il n'y a que trois choses qui sont possibles. Soit on va avoir un bénéfice des sociétés qui va vraiment bien monter sur les années qui arrivent. Donc voilà, peut-être, imaginons, grâce à l'IA ou grâce à un marché qui serait favorable, peu importe les raisons, on a des super résultats pour les sociétés américaines sur les 5 ans qui arrivent. Donc on a une très bonne croissance, non pas du cours du S&P 500, hein. Là je parle vraiment que des sociétés, de leurs bénéfices, et le cours reste stable, voilà, le cours reste flat, on reste à un S&P 500 qui serait vers 5500, voilà, qui monte pas trop, et du coup, le fait que, comme je te l'ai dit, c'est une balance entre revenu net, bénéfice net et prix, donc si le bénéfice net monte en flèche mais que le prix reste stable, effectivement on va avoir le ratio qui va diminuer, donc ça ferait que le S&P 500 baisserait, ça baisserait à 26, à 24, à 20 et ça reviendrait correct, mais du coup on aurait un marché qui serait plat pendant peut-être 4-5 ans, mais effectivement ça reviendrait à des niveaux corrects de par les bénéfices. Ensuite, autre possibilité, c'est qu'on continue simplement à monter, avoir un PER qui serait à 30, à 32, à 34, même que ça monte jusqu'à 40 comme à l'époque, qu'on continue un petit peu dans cet esprit, voire arriver dans une période de bulle, et dans ce cas-là, ce serait juste encore pire. Mais bon, effectivement, on peut avoir cette psychologie très positive, très enthousiaste à court terme, et ça peut tout à fait continuer à monter. Moi, je suis pas du tout contre ce scénario à court terme. Je veux totalement bien croire que ça monte encore de 10%, même de 15%, et qu'on arrive à un PER de 40. C'est déjà arrivé. Voilà, c'est juste la psychologie humaine. Mais dans ce cas, ce sera encore pire pour la situation, selon moi. Au troisième scénario, c'est que on adapte le PER qui revienne à la baisse, qui se rapproche un petit peu de la moyenne, simplement non pas par une hausse des bénéfices, mais par une baisse du prix. Donc là, ça veut dire simplement le S&P 500 qui chute. Au stade où on en est, je pense pas qu'on peut avoir une chute qui serait non plus faramineuse de 80% n'est rien, hein. Bien sûr que non. Mais quand même, 28 de PER, si on part du principe que les sociétés gardent le bénéfice à peu près, un bénéfice à peu près stable qui n'a pas forcément de croissance ou quoi, eh ben, il faudrait quand même presque moins 50% du prix des sociétés en baisse pour que ça redevienne un PER qui serait dans la moyenne, c'est-à-dire vers 15. Donc moi, clairement, ça commence à m'inquiéter.
J'en avais déjà parlé il y a quelques mois quand on avait un PER qui commençait à être à 26, il me semble. Là, maintenant, on est à 28. Ça se trouve, dans quelques mois après cette vidéo, on sera à 30 et 31. Au bout d'un moment, moi, vraiment, ça m'inquiète. Donc, je continue personnellement à faire mon DCA sur le MSCI World Quality. Heureusement, moi, c'est quand même... Enfin, voilà, j'ai pas tout mon argent sur un ETF S&P 500. J'ai 70% sur mon portefeuille ETF qui est sur le World Quality, donc ça, c'est quand même très corrélé au S&P 500. Après, j'ai 15% sur le MSCI Europe Momentum, donc ça n'a rien à voir. Même si, voilà, parfois, quand il y a une crise mondiale, les deux baissent. Et puis aussi sur le MSCI Emergent, où là, c'est pas du tout corrélé, hein. Quand il y a eu le crack des années 2000, le MSCI Emergent a monté, donc voilà, c'était vraiment décorrélé. Enfin bref, mais je tenais juste à apporter ce message aux personnes qui ont, imaginons, tout leur argent, et je sais qu'il y en a qui ont 100 000 balles, 200 000 balles, 500 000 balles, juste sur un ETF S&P 500, et voilà, c'est ça leur portefeuille. C'est carrément pas mauvais en soi, car ça reste quand même diversifié, etc. Ça reste un indice solide, etc. Mais en l'occurrence, vu le prix des sociétés en moyenne, vu le PER, vu comment elles ont l'air survalorisées en moyenne, je ferai quand même attention. Et moi, en tout cas, je serais très inquiet d'avoir tout mon argent sur la SP500 aujourd'hui quand on voit le PER des sociétés qui la composent, hein, parce que ça paraît vraiment très cher. Et selon moi, voilà, ça finira par se rétablir, hein, que ce soit dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Au bout d'un moment, le PER restera toujours peut-être un petit peu au-dessus de sa moyenne, peut-être que ce sera plutôt vers 17-18, mais il ne va pas rester à 30 indéfiniment. Clairement, je trouve que, enfin, selon moi, c'est pas possible. Au bout d'un moment, on a un historique depuis plus de 50 ans et même plus, hein. Je pense qu'on peut trouver des sites qui le partagent depuis encore plus longtemps. Donc voilà, S&P 500 PER ratio, donc là c'est depuis non pas 1970, depuis les années 1870. Donc voilà, ça fait littéralement un siècle et demi. En un siècle et demi, on a toujours une moyenne, une médiane qui est à 15 et 16. Donc depuis plus de 150 ans. Pourquoi, comme par hasard, aujourd'hui, en 2024, alors que ça fait 150 ans que la moyenne est telle, ça devrait doubler? Voilà, ça devrait faire 1 fois 2, certainement pas, ça finira par se rétablir. Donc le simple message que je voulais apporter aux personnes qui ont un seul ETF S&P 500 qui mettent tout dessus, c'est êtes-vous conscient de ça? Êtes-vous en accord avec cette donnée-là? Est-ce que ça vous pose un problème ou non? Si la réponse est non, il n'y a pas de souci, gardez votre ETF et ne touchez à rien. Mais si ça vous préoccupe, moi je vous conseillerais de diversifier un petit peu, potentiellement de vendre, non pas la totalité, puisque voilà, c'est toujours en général une mauvaise idée de timer le marché, mais peut-être vendre une partie, la placer sur un indice qui serait un peu moins cher, ou un indice qui serait plus diversifié, pour éviter de se manger un moins 40% à un beau matin, parce qu'il y a eu une panique à cause d'un facteur extérieur. Bon voilà, moi c'est juste ce qui me traîne par la tête. Voilà, potentiellement des pays émergents, potentiellement mettre un petit peu plus sur l'Europe, potentiellement faire un petit peu de stock picking sur des sociétés qui elles seraient beaucoup moins survalorisées, potentiellement faire un peu sur les small caps américaines ou même les small caps européennes. Voilà, ou même potentiellement mettre ailleurs, hein, sur de l'immobilier, sur des obligations, voilà, sur de l'or, je ne sais pas. Mais potentiellement éviter d'avoir 100% de son patrimoine que sur le S&P 500 lorsque le PER moyen est à bientôt 30. C'est juste ce que je voulais faire passer comme message. Après, chacun gère son argent comme il veut. C'était juste mon analyse, mon sentiment par rapport au S&P 500 aujourd'hui. Moi, je pense qu'il représente peut-être 20% maximum de mon portefeuille. Donc ça me convient, tu vois, ça reste un risque que je suis prêt à prendre. Mais si j'avais 100%, je pense que je dormirais pas forcément très bien à la nuit. Bref, si tu veux plus de mon contenu, clique sur le premier lien en description pour avoir la formation gratuite, créer un portefeuille qui bat le marché. Moi je te dis à très vite.